Salut, bienvenue dans Retour Gagnant, votre rendez-vous de tennis chaque mardi sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Vous en avez l'habitude maintenant. Analyse, débat, bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Et lui aussi, il est au bon endroit. C'est notre invité de marque aujourd'hui qui, comme Alexander Zverev, a déjà battu Rafael Nadal. Salut Lucas. Salut, ça va? Ça va très bien. On est très heureux de t'accueillir dans notre émission, 4e épisode de Retour Gagnant. On est ravis d'être avec toi. Et de l'autre côté du filet, pour cette émission, Bertrand Millard, entre deux interviews porte d'Auteuil, c'est ça? Oui, bonjour à tous les deux. Pour le match de Lucas contre Nadal, j'ai eu la chance d'être au bord du cours chez les photographes à l'US Open. C'est assez impressionnant comme endroit, donc c'était le bon spot ce jour-là. C'est pas mal. On aura quelques images, on vous montrera ça après. Au sommaire aujourd'hui, il n'y a pas eu de retour gagnant pour le roi de Roland-Garros. On va bien sûr revenir sur la défaite de Rafael Nadal hier face à Alexander Zverev. On fera le point sur la saison de Lucas Pouille. Et puis, Roland-Garros oblige. On a déjà eu quelques matchs de folie. Alors, on s'interrogera sur l'évolution des spectateurs. Et on se demandera si les spectateurs français vont parfois un petit peu trop loin. Voilà pour le sommaire aujourd'hui. Et avant de démarrer, avant d'attaquer ce beau programme, vous en avez l'habitude maintenant, c'est l'heure de la minute hors cours. Alors le gratin du tennis est porte d'Auteuil, mais Dieu est à la Courneuve. Regardez Roger Federer qui est passé inaugurer un cours de tennis et taper la balle avec des enfants de Seine-Saint-Denis. Et pendant ce temps-là, Novak Djokovic, lui, joue à la pétanque sur le cours Philippe Chatrier. Ça tire ou ça pointe? Ils sont joueurs, les tennismen. Regardez, ce petit ping-pong sur casserole, et c'est Arthur Fils qui s'en sort le mieux. Deuxième tentative pour Tsitsipas, encore raté. Ça passe pour Sabalenka. De son côté, Gaël Monfils a battu officiellement le record du nombre de balles signées en moins d'une minute. Machine. Troisième tentative pour Tsitsipas, mais quand ça veut pas. Retour à la Courneuve où Roger Federer a encore de beaux restes. De là à faire son comeback, écoutez. C'est pas fini. C'est pas fini. 57e tentative pour Tsitsipas. Et enfin, la délivrance. Et oui, c'est un homme heureux, Stéphanos. Rabiboché avec Paola Badosa quelques semaines après leur rupture. Ça, c'est important. Et ça, c'est important. Ah ouais, ça c'est quand même l'info. Et Sinner et Kalinskaya, alors vrai, faux Ah, il paraît qu'elle était dans la loge Bon, vrai alors. hier pour le match de Yannick Sinner. était dans sa loge Bon, aussi, c'est bon. pour regarder son match, pour la soutenir. Si vous ne voulez pas manquer les carnets roses, chaque semaine, rendez-vous dans Retour Gagnant sur notre chaîne. Ça continue encore et encore. Est-ce qu'on va pouvoir dire ça de Rafael Nadal? On va se demander si c'était la dernière. Est-ce qu'on a assisté hier au crépuscule d'un roi avec la défaite de Nadal battu par le numéro 4 mondial Alexander Zverev en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3. Pour en parler, on est avec Alex Correggia, qui est consultant pour Eurosport International. Alex, tu as commenté ce match hier de Rafael Nadal. Bonjour déjà quand même. Est-ce que bonjour, ça va? Ouais, ça va très bien. Et toi, quel est le sentiment qui domine au lendemain de la défaite de Rafa? Moi, c'est un peu bizarre parce que normalement, tu sais, Rafa n'a jamais perdu ici les premiers tours. Mais cette année, c'était un peu divers, non, un peu différent. Mais en même temps, j'étais content parce qu'il lui a très bien joué, il a frappé bien la balle, et même son mobilité, il était bien. Et je crois que son coup de réveil, il a bien montré aussi. Mais tu sais, je crois que Zverev, c'est en belle forme en ce moment. C'est pas facile. Et les sentiments, c'est, je crois, tu peux voir aujourd'hui à Paris, il a plu, c'est tout le monde qui pleut un petit peu. Et je sais, j'ai la sensation que peut-être c'est un peu aussi parce que je sais que Rafa, il n'est pas là pour le tournoi. On pleure tous, mais on a le sentiment qu'il n'avait jamais aussi bien joué cette saison, peut-être en tout cas sur terre battue, et que face à tout autre joueur que Alexander Zverev, qui est quand même l'homme en forme, ça aurait pu passer. Qu'est-ce qu'il a manqué à Rafa, selon toi, hier, tennistiquement ou physiquement? Je crois que c'est seulement qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de matchs. C'est assez parce que tu sais que depuis un an et demi, il lui a joué 15 matchs. Ça, c'est rien. C'est tellement difficile parce que tu vois par les rythmes, tout ça. Et pour moi, hier, il a bien joué. Il a tellement bien joué. Mais Zverev, son forme, c'est très rond en ce moment. Et peut-être les plus dans les tournois, dans les circuits en ce moment. Et c'est vrai que Rafa, peut-être il a manqué de prendre les opportunités. Après, il a servi à 5-4 dans le deuxième.
Mais ce jeu-là, SVRF, il a tellement bien joué et c'est pas un regret de dire est-ce qu'il a mal joué. Et même si lui gagne le deuxième set, tu sais, les matchs, il va être très, très, très long. Et dans 4 heures, c'est la première fois qu'il joue comme ça depuis 2 années. Alors, normalement, on a l'habitude que Rafa, il est bien physiquement et tout ça. Mais en ce moment, je crois qu'il manque un petit peu encore l'habitude de jouer les bases importantes, de choisir bien les trucs, ce qu'il doit faire. Mais je peux dire que après Rafa, il a joué à Barcelone, je l'ai vu à Barcelone en direct et c'était beaucoup pire, tu sais, son mouvement sur le coup droit, et il pas frapper bien la balle, son service, il était doucement, tout ça. Et mais en ce moment-là, je crois qu'il a tellement progressé, il a manqué un peu de temps, c'est ça. Lucas, toi, tu as regardé le match aussi, j'imagine. Est-ce que tu as des regrets par rapport à cette défaite? Surtout, on se dit que contre n'importe qui, ça aurait pu passer. Et quand on le voit jouer comme ça, on n'a pas envie de le voir s'arrêter, en fait. Ouais, le seul regret, c'est peut-être le tirage au sort. Ouais, c'est ça. C'est de jouer un joueur comme Zverev qui vient de gagner à Rome, qui est de nouveau dans l'une de ses plus grandes formes et qui vient avec l'objectif de gagner Roland-Garros. Après, je pense qu'Alex le disait très bien, je pense qu'il manque de temps et que les Jeux Olympiques dans 2 mois peuvent être le bon moment pour lui d'arriver à son pic de forme si son corps lui permet. Ça lui donne 2 mois pour se préparer, pour être encore mieux physiquement, parce que même si je trouvais qu'il bougeait mieux, dans le 3e, il a accentué les services volés, on l'a vu essayer d'écourter les points, et je pense que c'est que physiquement, il était peut-être aussi un peu moins bien, et sa balle faisait un peu moins mal, et en plus, pas de chance, il faisait quand même pas très chaud, il pleuvait, c'est joué en indoor, donc ces balles qui giclent beaucoup, qui rebondissent beaucoup au rebond, bah ça gênait moins un Sacha Zverev qui en plus de ça adore les balles à hauteur d'épaule, il est très grand. Ouais, ça giclait même plus, limite du côté de Zverev. C'est vrai que la balle de Rafa giclait pas trop, mais on a eu peur au début quand même. Hein. Début de match, il jouait très court dans le premier set. Et on s'est dit, il est breaké d'entrée, blanc, c'était un peu tendu. Et puis il a mieux joué déjà la deuxième moitié du premier set. Et après, par contre, moi je trouve que les 2 autres, ils jouent très très bien. Les Zverev, en ce moment, c'est peut-être un des 2-3 meilleurs sur terre battue. Alors, c'est marrant que tu dises on regrette le tirage, oui, maintenant. Mais en fait, quand on ne connaissait pas son niveau, on disait c'est peut-être bien finalement de finir sur un très bon joueur comme ça. On se dira c'est normal qu'il perde contre Zverev plutôt que contre un 50e ou 70e mondial. Sauf que ces joueurs-là, finalement, on se rend compte maintenant qu'il les aurait battus. Ouais, après, ça fait maintenant 20 ans qu'il est sur le circuit, et je pense que s'il se présente à Roland-Garros, s'il va sur le terrain, pour moi, c'est qu'il estime qu'il est en forme et qu'il peut gagner des matchs. Je ne pense pas qu'il se serait présenté dans l'état de forme d'il y a un mois. En tout cas, je ne le pense vraiment pas. Et puis on l'a vu s'entraîner cette semaine où vraiment il jouait mieux à l'entraînement, il bougeait bien, il frappait fort, il servait de mieux en mieux. Comme Alex le disait, il y a un mois à Barcelone, le service, il était très lent, il ne poussait pas beaucoup. C'était vraiment pas le même joueur. Ouais, il a dit lui-même qu'il pouvait battre n'importe qui en conférence de presse avant son match contre Zverev. Alex, quand on le voit jouer comme ça, il n'a évidemment pas voulu dire que c'était la fin, parce qu'en jouant comme ça, on se dit que l'année prochaine, en ayant plus de matchs dans les pattes, pourquoi pas? Est-ce que toi, au fond de toi, tu penses qu'on le reverra à Roland-Garros? Je ne sais pas, encore peut-être oui, au fond de la tête, je ne sais pas, parce que c'est un peu différent. Tu sais que le problème, c'est à ce moment-là, j'avais parlé avec Rafa il fait 1 mois ou 2 mois, et il est sûr qu'il n'a pas la chance de continuer parce qu'il a tout le temps quelque chose dans ce corps. Et à ce moment-là, on a parlé avec lui l'autre jour, tu étais là aussi, hein, et il a dit, non, depuis 1 semaine ici à Roland, j'ai bien entraîné, j'ai belle sensation aussi, et pourquoi arrêter? C'est ça le problème, non? Alors, le problème, c'est physiquement. C'est pas qu'il lui a envie d'arrêter le tennis. Il veut continuer de jouer, mais on va voir qu'est-ce qu'il doit faire parce qu'en ce moment, je crois, il a dit que les gazons, je crois qu'il ne va pas aller. Et après les Jeux Olympiques, peut-être ça va être intéressant. Je crois, mais c'est une opinion personnelle, que peut-être il a besoin de jouer peut-être à Hambourg pour prendre un petit peu le rythme et après arriver à Jeux. Et
si lui est en santé, c'est clair que lui veut s'agir parce que lui il veut donner la chance encore de voir et si lui peut aller loin dans les tournois ici à Roland. C'est son rêve de régner encore à notre Roland. Et je pense que ça va être tellement difficile, mais en même temps, avec Rafa, on ne sait jamais. Et sur un format en 2-7 à Roland-Garros pour les Jeux Olympiques, là, pour le coup, sur les limites physiques, ça ouvre quand même pas mal de... Dans des conditions chaudes. Dans des conditions plus chaudes cet été. Là, on peut rêver. On peut rêver pour les Jeux Olympiques avec ce niveau de jeu s'il le maintient et qu'il continue même à monter en puissance. Oui, en même temps, il va jouer au milieu de 3-7. Même si pour les adversaires aussi, c'est mieux de jouer contre Rafa au milieu de 3-7, pas de 5-7. En même temps, pour lui, la récupération après un gros match, c'est pas les mêmes. C'est meilleur, je crois. Et même si tu étais sérieux, tout ça, non, Lucas vient ça, que tu es un bon joueur, tu étais sérieux, et il y a quelqu'un de joueurs que tu ne veux pas trouver dans le premier tour. Et ça, c'est avec Rafa. C'est tout le monde qui va aller aux Jeux Olympiques. Il n'y a personne qui veut jouer contre Rafa sur cette cour ici à Châtrier. Et même les autres, normalement, il va arriver du Razon, pas de Rennes. Et je crois qu'il peut être un des grands favoris. Et je ne sais pas si les Jeux Olympiques, c'est les grandes choses qu'il veut gagner parce qu'il y a déjà l'or olympique, simple et double. Mais il peut être une bonne motivation. Le truc, c'est de penser très long parce que pour l'année prochaine, encore, c'est un an d'entraînement, de CG des joueurs de tournoi, des changements de surface. C'est ça le problème pour Rafa, normalement, dans son physique. Alors, il faut être doucement et lui, il faut que lui décide et il faut lâcher un triple tranquille aussi, non? Parce qu'à la fin, sinon, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a aucune personne qui peut dire il faut que tu t'arrêtes. Pourquoi? Tu t'arrêtes quand tu veux. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est lui qui choisira et il n'a pas envie de choisir pour l'instant. Il n'y a que Lucas qui préfère jouer Nadal au meilleur des 5 en fait. non, vraiment. À l'US en tout cas. Il l'a fait une fois. Une fois. Et pour finir, est-ce que tu vois Sacha Zverev en potentiel vainqueur? On a dit que c'était peut-être le Roland-Garros le plus ouvert depuis bien longtemps. Est-ce qu'il a une bonne tête de vainqueur ce Sacha Zverev-là? Bon, à ce moment-là, c'est clair que lui, il est le joueur le plus en forme. Ça, il n'y a pas de doute de ça. Mais après tout ça, dans les tournois, il va progresser Alcaraz, va progresser Sinner et on va voir Djokovic parce que je pense que ça va être les mêmes. Et les autres, oui, aujourd'hui, c'est les joueurs plus en forme. Mais ça ne veut pas dire qu'il va gagner les tournois, mais il va être en bonne chance. S'il y a quelqu'un qui lui veut battre Zverev, il faut qu'il joue très bien. Et je ne sais pas, on va voir. Et j'espère aussi qu'Alcaraz, tout ça, il va jouer un petit peu de matchs parce qu'il n'a pas joué beaucoup dans la terre battue dans la saison. Et il peut être aussi un joueur très dangereux parce qu'il a l'expérience de l'année dernière. Cette saison, il n'a pas encore joué son milieu de tennis, c'est seulement Indian Wells. Il peut arriver aussi fraîche. Mais on va voir parce qu'on ne sait jamais avec Djokovic aussi. Mais Zverev, c'est aucun doute que maintenant, il est le plus fort de tournoi. Merci beaucoup Alex d'être venu nous faire un coucou dans Retour Gagnant. Je crois que tu as pas mal de choses à faire à Roland-Garros, alors on va te laisser. Et on se revoit vite pour un petit coucou dans Retour Gagnant. Salut Alex. Salut Alex. Merci. À bientôt. Enfin, en fin de compte, l'entraînement, c'est bien beau. On a beau bien se sentir à l'entraînement. Il n'y a rien, mais alors rien du tout qui ne remplacera la compétition. Même si on sait que Nadal, c'est un joueur extrêmement impliqué à l'entraînement, il le joue comme des matchs. Mais il n'y a pas cette pression qui peut s'inhiber un peu. On l'a vu en début de match hier. Il joue très court, il ne lâche pas vraiment ses coups. Et ça, c'est que sur la pression qui fait ça et la tension qu'il a. Donc je pense que si, en effet, là, il arrive à se reposer, parce que malgré tout, je pense que ça doit tirer. Ça doit tirer ce matin. C'est le premier long match qu'il a fait depuis 1 an et demi, 2 ans. Qu'il arrive à bien se préparer, d'aller jouer peut-être un tournoi comme Hambourg, 1 ou 2 tournois sur terre avant les Jeux. Moi, je pense qu'on peut avoir une bonne surprise en juillet parce que vraiment, pour le coup, dans des conditions chaudes où ça gicle énormément, c'est le dernier joueur que j'ai envie de jouer. Ce sera plus. Ah ben vraiment. Et tu parles en connaissance de cause. Ouais, mais c'était sur dur et sur terre, c'est vraiment pas la même chose. Il a une balle tellement particulière. Et Zverev, qui lui adore jouer les balles hautes sur son revers, ça ne le gêne pas. Si ça avait rebondi de 30 cm, 40 cm en plus, ce n'était pas la même chose. Et physiquement, pour Zverev, ça n'aurait été pas la même chose, qu'il aurait dû être encore plus précis sur les jambes pour la prendre plus tôt.
Et voilà, je pense que les conditions étaient vraiment en faveur de Zverev et cet été, ça peut changer. Et sur Zverev, alors favori du tournoi, enfin dans les favoris du tournoi, oui. Il l'était avant il déjà. Il l'était avant et il confirme qu'il joue très bien. Mais attention à son mental quand même. Parce qu'on a vu par exemple à l'US Open, la finale de l'US Open contre Thiem, même tout ce tournoi d'ailleurs, hein, cet US Open-là, qu'il avait beaucoup de haut et de bas. Il en a moins en ce moment. Il essaie d'être plus agressif. Il essaie d'avoir un meilleur comportement sur le court. Et je crois qu'il a réussi les deux. À Rome, franchement, c'était le cas. Mais là, par exemple, il y a eu quelques moments chauds hier contre Nadal où le coup droit grippe un petit peu. Il fait des mauvais choix. Parfois, il a un coup droit penalty. Il va jouer sur son adversaire. Et ça, quand on va arriver dans les derniers moments, si c'est pour aller vraiment chercher un titre du Grand Chelem, ça peut compter. Donc face à des joueurs qui en ont déjà gagné, comme Alcaraz, je ne sais pas, Djokovic évidemment, ou Sinner. On verra. Moi, je pense qu'il a vraiment le niveau de jeu en ce moment. Il joue super bien. Mais c'est l'aspect mental. Pour l'instant, il n'a jamais prouvé justement qu'il pouvait. Ah ouais, pas encore. C'est vrai qu'après, il a quand même. C'est 3 demi, non à Roland Garros, c'est pas 2021, ouais, 2022, ouais. 2023. Il se blesse. Il se blesse en 2022, ouais. C'est. Ouais, moi, je le trouve quand même. Alors hier c'est un premier tour, le problème c'est qu'il joue Nadal. Dans un premier tour, on a l'impression qu'on est déjà en quart ou en demi du Grand Chelem. Mais malgré tout, il avait quand même un public qui était quand même contre lui, qui soutenait Nadal. Il joue Nadal sur le central de Roland, ça amène quand même aussi une tension. Il a bien géré ça. Et je trouve qu'il a été bon. Et important. Ouais, il y a un facteur du jeu où pour moi il a vraiment progressé, c'est au service. C'est incroyable. Avant, dès que c'était important, dans les débuts du Grand Chelem, il pouvait faire entre 10 et 20 doubles. Et d'ailleurs, il s'embarquait à chaque fois dans des matchs en 4, 5, 7 sur des premiers tours. Et je trouve que là, son pourcentage de premier service a une vitesse qui est quasiment tout le temps au-dessus des 200. 203 la moyenne. Voilà. Avoir 70% de première, c'est quand même très solide et ça le rend très dur à être briqué. Donc c'est long un tournoi du Grand Chelem. Alcaraz peut vraiment, il peut se passer, il peut monter en niveau, Sinner aussi. L'avantage, c'est que les trois n'ont jamais gagné Roland. Du coup, ça sera un peu la même pression. Il n'y a que Djoko qui lui, est différent et on verra dans quelle forme il sera sur ce tournoi. Mais c'est un bon prétendant. Ouais. Alors, on a parlé de ce match à l'US Open. C'était en 2016 que tu avais battu Rafael Nadal à Flushing Meadows. Alors, pour le plaisir et avant de revenir sur ta saison, Lucas Pouille, on va revoir les images de ce match. Game Nadal.
encore des frissons presque 8 ans après. Déjà, ça remonte. Ouais, c'est pas des images que j'ai souvent revues. Je suis pas celui à regarder le plus mes matchs et encore moins ceux du passé. Mais ouais, non, c'était un moment incroyable. C'était un tournoi assez incroyable où j'avais fait 4 matchs en 5-7. J'étais revenu de 2-7-0, un break. J'avais battu au tour d'avant Bautista Agut, pareil en 5-7. J'avais épuisé et jouer Rafa sur le plus grand court et le battre, c'était un moment extraordinaire. C'est ta plus belle victoire? Ouais, en termes d'adversaire, ouais, de loin. Ouais. On va parler un peu de... Sur un point gagnant, la balle de match, elle est belle. Hein, elle est belle, la balle de match, ouais. Il faut avoir les nerfs solides au tie-break. Ouais, mais après, là, franchement, il n'y a plus de... On pense plus au... Enfin, moi, j'ai ce souvenir-là de plus vraiment penser au stress, à calculer. Ouais, là, en fait, j'étais tellement dans une sorte d'état second où tu as de fatigue qu'en fait, tu joues les points. Et voilà, le seul moment où je pensais que j'avais perdu le match, c'est quand je mène 6-3 et qu'il revient 6 partout. Et que je le vois s'encourager, on passe à un côté de l'autre. Et là, dans ma tête, je me souviens d'avoir cette pensée en me disant, je l'ai tellement vu renverser ce genre de match, qu'en fait, je vois même pas comment je peux gagner. Et après, il rate son coup droit et là, je me dis, ah, ça y est, c'est pour moi. Il rate un coup droit qu'il a dû rater, je sais pas, 0,5% il a peu raté. Il est court, je crois qu'il est en décalage coup droit dans le carré. Et il le rate. Mais bon. Voilà, ça arrive à tout le monde. Tant mieux pour toi. Exactement. Vous êtes 2 à avoir battu Nadal 2 Français. Joe-Wilfried Tsonga et toi, c'est une sacrée paire. Ça a été plus facile pour lui. C'est monstrueux ces jours-là. C'était un match monstrueux aussi. Ouais. Comment ça va aujourd'hui, Lucas? Tu as bien enchaîné là dernièrement. Il y a eu cette victoire au Challenger de Mauthausen en Autriche. Tu es tombé sur un os en qualification, hein, Medjedovic. Ouais, non, mais je me sens bien. J'ai eu depuis 4 mois et demi, depuis le début de l'année en réalité. C'est la première fois que j'arrive à jouer 5 mois sans blessure depuis 4 ans. Donc ça fait du bien, ça me permet d'enchaîner les tournois. Quand on parlait d'enchaînement pour Nadal et que le niveau monte, là c'est le cas. Il y a eu des bonnes victoires. À Indian Wells, je fais un bon tournoi. Derrière, Estoril, pareil, je me qualifie, je perds avec balle de match sur Borges qui joue très bien. Je gagne Mauthausen. Enfin, il y a eu beaucoup de bonnes victoires, beaucoup de bons matchs. Et à chaque fois que je perdais contre un joueur, il faisait de bonnes percées dans les tournois, dans les challengers. Rinderknecht gagnait, Virtanen gagnait. Montero se qualifiait, battait Tsitsipas à Madrid. Là, Medjedovic est qualifié à Roland. Donc le niveau est bon et il faut continuer. Mais en tout cas, je suis très optimiste et je me sens vraiment bien. Est-ce que tu t'es fixé un objectif là, d'ici la fin de saison, par exemple, je sais pas, Ah ouais, moi c'est d'être. Je veux être tableau en Australie. Ok. Je veux être tableau en Australie. C'est l'objectif numéro 1. Donc 104 dans les 100 premiers en gros quoi. Faut être dans les 100 premiers, vaut mieux s'assurer d'être dans les 100 parce qu'aujourd'hui avec à chaque fois il y a 7-8 classements protégés. Exact. Donc c'est pas assuré, mais vraiment c'est d'être tableau en Australie et si ça peut être dans les 100 bien avant, je m'en priverai pas. Très bien. Il y a du double aussi à Roland-Garros pour toi avec Grégoire Barrère qui joue aujourd'hui. Donc là, il se concentre sur son simple. Il joue en 4e match aujourd'hui là sur le 14. Il a un bon match contre un joueur compliqué, mais voilà, il joue Bublik. Ah ouais, c'est parfait. Ça va être un match un peu assez fun sur le court 14 aussi, si le temps le permet, et ça risque d'être un peu chaud. Et l'autre aime ses ambiances aussi, donc... faut qu'il travaille le retour sur service à la cuillère, quoi. Ça, c'est sûr qu'il en fera. Après, Grégoire se retourne de près quand même. Ouais, donc c'est pas le joueur qui est le plus loin derrière sa ligne. À voir quand même. Il en a fait 6 dans le même jeu contre et il a gagné le jeu. Il a gagné le jeu. Mais il perd le match après, non? Le match, mais il gagne ce jeu où il fait 6. Il perd 0,40, il fait 6 services à la cuillère. Oh ça promet. Avec le public, de toute façon, on sait qu'on ne va pas s'ennuyer. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Ouais, ça c'est sûr. Et avec le public français aussi qui va pousser, on en reparlera après. Avant, on va s'intéresser un tout petit peu au cas Djokovic. Nadal éliminé. Ils sont encore 2 anciens vainqueurs dans le tableau. Donc il y a Stan Wawrinka qui a battu Murray et Novak Djokovic qui traverse une mauvaise passe. Ça ne vous a pas échappé cette année en 2024. Il n'a pas été très rassurant à Genève, où il était allé pour justement enchaîner, avoir quelques matchs. L'analyse de services volés sur le cas de Novak Djokovic, et on en reparle après.
Novak Djokovic était venu à Genève pour jouer quelques matchs et se rassurer avant Roland-Garros après un début de saison poussif. Et comment dire, l'aventure de Novak en Suisse a commencé ce mercredi face à Hanfmann, une mise en route pépouse à base d'amortis de revers plus ou moins bien calibrés, celle-là c'est pas mal. Djokovic avait en tout cas envie de remettre en place ses bases, articulées autour de retours très agressifs et d'encouragements vocaux lors des moments importants. Mais contrairement à ce que le score laisse suggérer, la partie a connu un léger soubresaut au début du deuxième set. Après une interruption pluie, Djokovic a dû gérer un énorme trou d'air, comme cela lui arrive souvent désormais au début du deuxième set, mais sa marge tennistique était trop grande, et le Serbe s'est même permis la fantaisie de finir le match en totale roue libre, petite fanfaronnade incluse, parce que pourquoi pas. Pour résumer, un match de reprise correct, certes décousu, mais dans la droite lignée de sa production actuelle. Le deuxième match contre Griekspoor allait, lui, mettre en lumière un compartiment moins tranchant chez Novak ces derniers mois, le service, 72% de première, 87% derrière, et une séquence novakienne à 4-5, où, dos au mur, le Serbe sauva 4 balles de break, toutes d'une première balle implacable. Avec 7 balles de break sauvées sur 7 face à Griekspoor et déjà 10 sur 11 contre Hanfmann, Novak fut autoritaire sur les points importants, en partie grâce à ce coup. Dégoûté du tennis, et on le comprend, Griekspoor baissa immédiatement pavillon à 5 partout, et encore davantage au cours du deuxième set, la fin de match n'avait alors plus aucune substance, si ce n'est de rasséréner le Serbe. Ok, donc là vous vous dites derrière votre écran, tout va bien. Eh bien, pas exactement. Parce que la demi-finale contre Marac va entièrement brouiller les pistes. Après un début de match âpre et une quantité d'échanges très disputés qui vont vite le mettre dans le rouge, le Serbe va carrément s'effondrer physiquement et de manière très ostensible avec quelques tremblements franchement inquiétants. La séquence, cela dit, on l'a déjà vu par le passé, au Masters en 2022 par exemple, face à Medvedev, ce qui n'avait pas empêché Djokovic de gagner le match et ensuite le tournoi, mais même sans avoir besoin de remonter aussi loin, cette saison face à Musetti à Monte-Carlo, Djokovic avait aussi semblé dérailler physiquement avant de finalement remporter la rencontre. Mais cette défaillance à Genève intervient dans un contexte plus lourd, différent, celui du début de saison médiocre de Djokovic après une année 2023 extraordinaire et une précédente sortie à Rome où Novak s'était déjà montré approximatif et pour le moins désinvolte face à Tabilo. Et la suite de la rencontre va renforcer ce sentiment. Transpercé sur un service volé en moonwalk derrière une deuxième balle, carrément détaché du sort d'un point quelques instants plus tard, Djokovic va subitement lâcher tous ses coups et surprendre Marac avant de retomber dans ses travers approximatifs. Le troisième set ne sera qu'une farandole de fautes grossières et de tennis intermittent et il fallait se frotter les yeux à la fin du match pour être bien certain que c'était Novak Djokovic sur le court et pas Benoît Paire en train de tanker. L'immense qualité, la plus grande qualité peut-être de Novak Djokovic est son hermétisme mental. Sa capacité à faire bloc, à faire front envers et contre tous et à convoquer son meilleur tennis lorsque ça compte vraiment. La deuxième grande qualité de Novak, c'est d'avoir su maintenir une condition physique irréprochable, presque surhumaine depuis 2011 et d'avoir ajouté à sa palette pragmatique des schémas davantage proactifs à partir de 2019, merci Goran, afin d'anticiper son déclin physique. Pour vaincre à Paris, Novak devra ranimer miraculeusement en quelques jours ces deux composantes essentielles de son jeu et rallumer une flamme qui semble s'être éteinte depuis 6 mois. Si un joueur peut le faire, vous allez me dire, c'est bien lui, encore plus sur ce format en 3-7 gagnants où il est le maître absolu. Mais après avoir tout gagné et sécurisé tous ses records pour de bon, en a-t-il simplement l'envie ? Et oui, l'envie d'avoir envie, on a quand même le sentiment que c'est là-dessus que la bascule peut se faire, sur l'envie de Novak Djokovic, la motivation, parce que tennistiquement, on a vu des très bonnes choses à Genève. La motivation, il l'aura sur un tournoi comme Roland-Garros. C'est ce qu'on se dit. Voilà, c'est encore un avis, mais je pense qu'il ne l'a plus vraiment ailleurs. C'est parce qu'il habite aujourd'hui de gagner un 250. Il en a gagné, je sais pas, 100. Roland-Garros, je pense qu'il aura l'envie et il pourra retrouver son niveau. Le service volé, très bon comme d'habitude, mais qui parle beaucoup de tennis. Mais je crois qu'on est un peu hors tennis là. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on parle que tennis, Novak Djokovic, il peut battre n'importe qui. Il a parlé de la forme physique. Oui, mais alors elle n'est pas terrible, la forme physique. Première fois qu'on ne le voit pas complètement fit depuis très longtemps. Ouais, ça vient aussi peut-être de la préparation, de l'alimentation, tout ça. Il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est quand même son entourage. Il s'est séparé, et pas d'un seul coup en plus. D'abord de son agent, fin de saison dernière, qui était là depuis le début. Goran Ivanisevic, son coach, il y a quelques semaines. Derrière, son préparateur physique avec lequel ça a l'air de très 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 bien marcher depuis qu'il l'avait embauché, Marco Panicci, l'Italien. Et il y a un homme qui reste partout, quels que soient les tournois, c'est Carlos Gomez Herrera. Et vous savez où il était, Carlos Gomez Herrera, cette semaine à Roland-Garros ? Eh bien, je vais vous dire, pendant la première conférence de presse d'avant-tournoi de Novak Djokovic, il était là, dans la salle, en tant qu'agent de presse donc, du Serbe. Donc le gars, depuis qu'il est arrivé, il a fait coach, sparring d'abord, coach, agent de presse, tous les métiers. Et il est tout le temps présent. Donc,
en parlant avec certains journalistes qui suivent beaucoup Novak Djokovic, on a l'impression que cette personne a beaucoup d'influence sur Novak et que elle fait peut-être un peu le ménage aussi, parce que finalement, il s'est séparé de gens connus. Alors, il a fait rappel aussi à la vieille garde, là, en ce qui concerne la préparation physique, etc. Des personnes qui étaient avec lui il y a 10-12 ans, la fameuse finale contre Nadal en Australie, ils étaient là. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais sinon, il se passe quelque chose, quoi. Il y a un truc dans son entourage qui est bizarre en ce moment et il y a une gestion qui est très particulière. Après, si on a envie d'un nouvel élan, d'avoir un nouveau souffle, on a besoin aussi de changer des choses. Oui. C'est un joueur qui a été, on le sait, d'une rigueur implacable depuis tant d'années. Il peut se comprendre qu'à un moment, il en ait un peu marre. Il peut se comprendre qu'il soit fatigué mentalement surtout de faire tous ces efforts-là, après la saison dernière où il a failli faire le Grand Chelem quand même. Est-ce que voilà, à un moment, il se dit pas, déjà, j'en ai marre qu'on soit tout le temps sur mon dos. J'ai envie aussi un peu de souffler un peu et de réfléchir à comment s'entourer pour la suite et s'il y a une suite, si on continue avec cette ambition-là. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Après, je pense qu'il a aussi envie d'être entouré de gens qu'il aime. On a vu avec Nenad qui est arrivé aussi, qui est un de ses amis très proches. Et qui est reparti là. Ouais, qui est finalement reparti, mais voilà, je pense que pour l'instant, il bricole un peu le temps de trouver son coach, là, c'est le gars qui dirige son académie. Je pense qu'il n'a pas de coach, en fait. Plus ou moins, oui, ceux qui font office de coach. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, là, c'est pas quelqu'un qui va lui changer quelque chose dans son jeu, c'est plus un Enfin, voilà, je lui manque pas de respect à la personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui l'accompagne, qui le soutient, qui va l'aider mentalement. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, cette personne va amener quelque chose en plus dans son jeu. Mais c'est vrai que c'est assez particulier d'avoir enlevé une personne toutes les semaines quasiment, petit à petit. Quoi, donc, Oui, ça l'a peut-être aussi un peu perturbé. Il entre en lice aujourd'hui, Novak Djokovic face à un Français. Pierre Hugerbert, ce sera en session de nuit sur le Philippe Chatrier. On a vu que hier, l'ambiance était évidemment complètement pro-Nadal, mais sans que ce soit au détriment de Sacha Zverev. Et oui, la transition, elle est travaillée, vous savez, vers le troisième thème de notre émission. C'est les spectateurs qui ont évolué, qui se sont fait entendre surtout sur des cours annexes ou des cours secondaires plutôt que sur le Langlaine ou le Chatrier. Donc on a envie de s'interroger sur leur évolution. Il y a eu ce match entre Moutet et Jarry qui a été assez chaud. On était proche d'une ambiance de foot. Il y avait une histoire de revanche dans l'air parce que Moutet avait joué Jarry à Santiago au Chili. Il y avait une ambiance très chaude. Donc c'est allé assez loin contre Nicolas Jarry. Alors on va se demander si les spectateurs français vont parfois trop loin. Et avant de répondre à cette question, on va se demander si est-ce que déjà ils ont évolué. Est-ce que le spectateur de tennis a évolué? Toi, Lucas, qui est sur le circuit depuis plusieurs années, est-ce que tu as vu cette évolution-là? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je trouve qu'il y a depuis moi, donc de 2020-2022, j'ai quasiment pas joué. Et puis j'ai ressenti vraiment ça l'an dernier à Roland-Garros. Il y a eu un effet post-Covid. Les gens, il y a eu un engouement pour le sport français, pour le tennis français, qui est pour moi qui est génial, parce que ça amène du piment, ça amène à un sport qui peut parfois, malheureusement, être un peu plat sur certaines fois. Donc je pense que ça fait du bien. Est-ce que parfois ils sont limites? Vous savez, vous allez jouer en Argentine contre un Argentin, vous allez jouer au Chili contre un Chilien, vous allez jouer la Coupe Davis en Serbie contre les Serbes, ou en Italie contre les Italiens comme nous on avait pu faire, où on prenait des doigts d'honneur à chaque fois qu'on tournait la tête vers le public. Je les trouve plutôt calmes. Je les trouve plutôt calmes. Et quand un Moutet demande, allez, rappelez-vous, regardez les images de ce que ça a donné. Moi, c'était plus chaud là qu'à Paris quand même. J'aurais presque aimé qu'ils soient encore plus virulents. Il faut être là-dedans. Non, mais il ne faut pas être virulent. Mais cette pour compétition de supporters. Non, c'est pas une compétition de supporters. C'est juste on soutient nos athlètes, on soutient nos sportifs. Moi, je trouve ça. Et ça amène des ambiances de dingue. Ça permet, je sais pas, moi j'ai regardé le match de Moutet l'autre soir. Voilà, la seule chose que j'ai envie, c'est d'être sur le terrain à sa place. Il n'y a pas un manque de respect pour l'adversaire qui peut être gênant pour toi en tant que joueur? C'est quoi le bruit? Le bruit quand il va être prêt pour servir, le bruit quand... moi, à aucun moment, j'ai entendu un bruit quand il y avait un coup droit facile et j'ai entendu un spectateur crier à ce moment-là. Alors oui, c'est des stades, ça crie, ça parle. On est le seul sport où on laisse taire.
Bah, justement, un sentiment que ça se rapproche un peu du foot, mais non, ils ne sont pas forcément là pour le. Est-ce qu'ils sont là pour le jeu, ces supporters-là? Pas tout le monde, je pense, pas tout le monde. Mais à Roland-Garros, ils sont là pour le jeu, la plupart quand même. Il y a des groupes. En fait, il n'y a pas une seule sorte de public. Il y a le public on a vu qu'il y fan avait de des tennis, c'est tout ça qui peut aussi d'ailleurs mettre de l'ambiance. Et puis il y a un public, des petits groupes de supporters, on va dire, qui se la jouent un peu comme au foot, un peu ultra foot. J'ai vu quelques gestes d'ultra. Des chants qui viennent du foot aussi. Je suis un vieux boomer, vous savez, moi j'aime la tradition et tout, donc moi je suis pas, je vais encore faire des ennemis. Moi j'aime pas trop ça, le côté foot. On chante des chants de foot alors qu'on est sur un cours de tennis, c'est pas trop mon truc. Après, si ça reste dans l'esprit, comme vient de le dire Lucas, si c'est pas au moment où l'autre va servir et tout ça, ou pendant les échanges, Mais parce qu'aujourd'hui, c'est pas la génération qui veut ça également. Aujourd'hui, on est dans une génération des réseaux sociaux, d'Internet, où on voit plein de choses. Mais bon, si c'est pour après chaque point être là et applaudir comme ça. Moi, je trouve ça un peu triste. Moi, je trouve ça un peu triste parce que ça l'a jamais été dans aucun pays. Et en fait, quand on disait justement en France parfois. À Wimbledon. Moi, justement, j'avais parlé des différences entre les pays. C'est bien, Wimbledon, ils sont comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit le bon. Si on va en Australie, c'est beaucoup plus violent. Hein. Alors, c'est devenu violent, ça n'était pas du tout. Alors là, franchement, s'il y a bien eu un pays où il y a eu un changement, moi qui suis allé la première fois en 2004, il y avait un public hyper fair-play, hyper connaisseur, mais pas du tout comme ça. Et là, depuis 2-3 ans, on est parti dans tous les sens. Après le Covid aussi. Il y a celle qui fait la dame qui faisait des doigts d'honneur à Nadal, etc. Un peu plus que 2-3 ans, mais moi, c'est. Toi, ça te dérange pas de jouer dans des ambiances comme ça quand c'est une minorité. C'est une minorité. Il y a quelques personnes qui vont faire des gestes obscènes et qui vont dire. Mais je sais pas, moi, parce qu'ils t'acclament, ils acclament le joueur français et que ça prend un peu plus de temps entre le moment de servir et que le joueur doit attendre 5 secondes. Là, on ne va pas commencer à crier au scandale parce que le joueur doit attendre. Enfin, moi, ça me choque pas. Parce que dans d'autres ambiances et dans d'autres endroits, c'est la même chose. On n'est pas, aujourd'hui, moi, je trouve ça super qu'il y ait un élan positif pour soutenir les joueurs français. Je trouve que c'est nécessaire. Après, c'est sûr qu'il y a des moments, il ne faut pas insulter les gens, il ne faut pas insulter les joueurs, il ne faut pas faire des gestes obscènes. Ça, c'est hors de question. C'est pas le bienvenu dans le monde. Déjà dans le monde en général, dans n'importe quel sport, dans n'importe quel domaine, et encore moins dans notre sport. Mais je trouve ça bien d'avoir un élan comme ça, de gens qui viennent soutenir les joueurs français. Moi, je trouve ça positif. Et sur le central hier, le Nadal-Zverev, on peut dire que le public était à 120% derrière Nadal, et il y a eu une énorme ambiance. Ils ont poussé Nadal à fond, mais c'était pas de l'anti-Zverev, quoi. Il a pas été sifflé. Il n'a pas été poussé comme un joueur français est poussé sur le 14 ou sur le 7 ou sur le Simone Mathieu. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent voir Nadal et ils viennent voir leur idole. Ils viennent voir leur idole et ils sont là et après les points ils vont applaudir, etc. Mais au début de match, le premier set, c'est très calme quand même. On peut dire ce qu'on veut. À part l'entrée de Nadal, il se passe pas grand-chose. Ça commence à chauffer milieu du deuxième, quand Nadal commence un peu à prendre les devants. Ouais. Quand il break, là, ça lance un peu parce qu'il envoie un Vamos énorme. Mais moi, faut aller regarder des images quand les Français ont joué dans les arènes en Espagne, quand ils sont allés jouer en c'est pareil. Moi, j'étais en Argentine, Argentine-France, c'était... les mecs disaient que c'était quand même bien chaud. Hein. Ça chante beaucoup, mais ça chante beaucoup, sympa, quoi. C'est pas trop que c'était hostile, là, c'est en Argentine. Hostile, Par contre, au Paraguay, il y a 30 ans, il y a 35 ans, là, c'était hostile. C'est moins hostile aujourd'hui en Amérique du Sud qu'avant. J'ai jamais vécu un match hostile. L'an dernier, sur le 14, quand je rentre et qu'à l'échauffement, on entend « aller » quand je tape et « ouh » quand il tape. C'est de bonne guerre, il n'y a rien de méchant. Mais sinon, j'ai jamais entendu des chants obscènes envers l'adversaire. Enfin, moi, là-dessus, je suis plutôt pour. On ne battra jamais le Paraguay-France de Coupe Davis des années 80 avec Jean-Paul sur la chaise et Yannick et Henri comme joueurs. Où là, il recevait des pièces de monnaie dans la figure, etc. Et là, il commençait les matchs à 18h. Il y avait 2 matchs en 5-7 pour que ça dure jusqu'à 3h, 4h du mat pour que les joueurs soient crevés. Et là, c'était vraiment très hostile. Et Hervé Dutuc, qui était à l'époque commentateur, il avait pris une droite à la fin d'un match. Ouais, là, ça dérape. On était sur du show, là. Chaud, vraiment. Ouais, mais on a le sentiment que c'est pas forcément ces spectateurs-là qui vont regarder le tennis toute l'année, qui vont continuer à rendre le tennis populaire. Ça, c'est pas grave. S'ils sont là juste pour Roland-Garros, c'est ce qui est important. Ça a toujours été le cas. Il y a toujours une grande partie des gens à Roland-Garros qui ne regardent pas le tennis le reste de l'année.
Et il y a une partie des gens qui le regardent. Aujourd'hui, c'est un sujet, on ne va pas parler de qui regarde le tennis tout au long de l'année, parce que dans ce cas-là, je pense qu'on ne peut ne pas s'arrêter. Mais parce que le tennis cherche à évoluer aussi. Le tennis cherche à évoluer, et ça va aller dans le sens, de toute façon, de l'évolution du tennis aussi. C'est un show. Les gens viennent voir un show. Aujourd'hui, on va voir du basket en NBA, on va voir un show, on va voir Donc du ça foot, passe par là. on va voir un show. Je ne sais pas. Tout en restant dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. Mais pour moi, on vient voir un show, les gens ont envie de s'éclater. Ils ont envie de s'éclater, de passer un bon moment, de soutenir, de chanter, de boire un coup. Et voilà, c'est ça aujourd'hui. Mais il faut que ça reste juste dans la bonne humeur. Il y avait deux publics à Paris avant. Il y avait le public de Bercy, qui a toujours été comme ça, chaud et tout, et le public de Roland-Garros. Et là, aujourd'hui, Roland-Garros ressemble à Bercy. Si vous demandez à tous les joueurs français lequel public ils préféraient, entre les deux, c'était Bercy. Hein. Ouais, Bercy, c'est chaud. Ça, donc pour l'expérience joueur, ça a toujours été Bercy, et de loin. Quand tu étais français et que tu rentrais à Bercy, si tu avais l'attitude et que tu te battais, et ils te donnaient 1000%. Carlos Alcaraz peut en témoigner. C'était extraordinaire. Et aujourd'hui, à Roland, je trouve qu'on a ça. Parfois, je suis désolé, mais c'était un peu trop plan-plan. Roland-Garros, parfois, de temps en temps, tu joues et c'était bon, bah allez, réveillez-vous. Enfin, je suis là, je joue devant vous, on est là pour nous. Non, mais c'est intéressant d'avoir cet avis-là. Je trouve ça. Et à Wimbledon, aujourd'hui, malgré tout, c'est un peu comme ça. Et sauf quand un Murray joue, parfois, ils sortent un peu de leur gond. Mais c'est parce que c'est Murray et qu'il est de là-bas. Il faut que ce soit différent partout, finalement. C'est pas mal d'avoir des différences aussi. Il en faut. Il ne faut pas de chants d'ultra. Moi, je ne veux pas les chants d'ultra. Non, mais c'est pas des chants il faut inventer des chants spécial tennis. Il faut la marque tennis. Je n'ai pas entendu les chants de foot. Mais... Oui, il y en a pas mal. On sent qu'ils se nourrissent de ça, qu'ils sont là pour reproduire un peu ces codes-là. C'est pas évident à inventer, les chants. Ils ont quasiment tous été inventés. En tout cas, l'expérience joueur. Moi, je suis pour. Et de ce côté-là, Gasquet a dit aussi après son match, même si ça avait été... Très belle ambiance sur le Suzanne Lenglen. Il dit ça galvanise, ça te porte, ça tape sur le système de l'adversaire aussi. Ouais, c'est le jeu. C'est le but. Ça fait mal et quand tu as des moments un peu plus durs, c'est important de les avoir. Mais c'est le jeu, on joue à la maison. De toute façon, je crois que déjà c'est le jeu de Corentin qu'il n'aime pas. Hein. Ça fait 2 fois qu'il perd en 2 matchs. Au Chili, avec une ambiance qui était très hostile pour le coup. Où moi j'ai vu des images vraiment et il se faisait insulter. Hein. Et quand tu lui demandes à Corentin, il te dit mais moi je me faisais insulter, siffler pendant 20 minutes. Bah là, il n'y a aucun moment, Jarry s'est fait siffler. Hein. Enfin, je n'ai pas vu. Non, c'est vrai. Non, je crois que j'ai pas eu. Et pour le coup, il y a eu une ambiance de dingue. Parce qu'en discutant avec certains amateurs de tennis, ils étaient un peu choqués. Mais il faut de tout. Et en tout cas, le plus important, c'est quand même l'expérience du joueur, si ça reste bon enfant. Il faut que ça reste bon enfant. Ça, c'est le plus important. Que ça reste bon enfant toute cette quinzaine à Roland-Garros, si ça joue. S'il ne pleut pas, parce que là, c'est pas très bien parti. En tout cas, merci Lucas. On espère te revoir sur le cours en double avec Grégoire Barrère. Merci d'être passé, c'était un plaisir. Merci le meilleur pour la suite de la saison. On va aller le voir, je vais encourager. On va chanter. Et on va chanter. On mettra une caméra sur Bertrand pour voir si les chants tennistiques sont au point. Avec les ultras, il n'y a pas de problème. Et pour toi, au programme, Bertrand, une petite interview à Jean Couvercel aujourd'hui, qui est une légende du tennis français, qui était le fondateur de Tennis Magazine. Et puis, il y en aura plein d'autres. J'ai rencontré Gianni Mina, notamment. Il jouait Nadal sur le central de Roland-Garros il y a quelques années. Eh ben, on suivra ça sur eurosport.fr. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Seb Petit aux manettes de cette édition, à Quentin Guichard pour les graphismes et merci à Rafa pour les émotions. À très bientôt pour un nouveau retour gagnant. Bye bye. Ciao, ciao.